imaginons, je dis bien imaginons, qu'on doive communiquer avec des extraterrestres. Hey, it's Agathe, how are you? Yes, yes, yes. Alors déjà, est-ce qu'on a déjà tenté de le faire? Et surtout, comment est-ce qu'on s'y prendrait? Pour en parler, on reçoit Frédéric Landragin, qui est chercheur en linguistique au CNRS. Bonjour Frédéric, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous préviens, là, ça va être passionnant. Déjà, ça l'était, mais alors là, bon. Alors, vous êtes l'auteur du livre « Comment parler à un alien ». C'est aux éditions Bélial. Et chez vous, cette fascination, on parlait d'E.T. tout à l'heure, ça date de là, parce que vous avez été très, très marqué par ce film, au point de vous demander comment un jour on pourrait trouver un langage pour parler à ces extraterrestres, puisque là, c'est vrai que dans le film, bon, c'est le langage de l'amour, mais ils ont du mal à communiquer. Donc déjà, est-ce qu'on a déjà vraiment essayé de parler à d'éventuels extraterrestres? Alors, parler, peut-être pas, mais en tout cas, on leur a envoyé des messages, des espèces de cartes postales, et j'en ai amené une que vous connaissez sans doute. C'est un vrai truc là que vous nous montrez. C'est cette fameuse plaque. Ah. C'est donc une plaque qui a été accolée à deux sondes, donc Pioneer 10 et Pioneer 11, qui ont été envoyées en 1972 et 1973, donc ça fait un peu plus de 50 ans. Et cette plaque, elle est assez connue, elle a été faite par Carl Sagan, dont on a parlé, et elle montre un certain nombre de petits messages qui ne sont pas vraiment des questions ou une communication comme nous on fait en parlant entre nous, mais qui sont des indices sur ce que nous sommes. Donc on nous voit, on a une représentation voilà, de ce que nous sommes, voilà, on ressemble à ça. En haut à gauche, il y a la représentation d'un phénomène de physique qui est assez complexe parce qu'on ne l'étudie pas à l'école, mais bon, Donc ça. voilà, exactement. C'est la transition hyper fine de l'hydrogène. Et donc, c'est une façon de dire, ben voilà, nous, on connaît ça, c'est-à-dire on a des connaissances en physique. Moi, je reçois ça, ça me dit rien du tout, hein, votre Tout à fait. hydrogène. Alors, nous, en tant qu'humanité, Oui, on va c'est dire, ça. pas en Et tant que personne. Quand vous dites parce que vous ça va être dur. l'envoyez comment? Alors, cette plaque-là, elle a été fixée sur une sonde. Donc, c'est une espèce de grosse machine avec des tas de petits capteurs. Oui. Et la sonde a été envoyée initialement pour s'approcher de Jupiter et Saturne, pour prendre des photos, faire des captures de plein de choses qui servent après aux scientifiques. Et on s'est dit, bah tiens, quitte à ce que la sonde elle aille très loin, on va revenir après sur le très loin. On va y mettre ça, qui est une espèce de petit message. On ne sait jamais, si jamais les extraterrestres voient la sonde, ils vont voir ça et ils vont se dire, ah bah tiens, il y a des êtres qui ressemblent à ça. Alors, où est-ce qu'ils habitent? C'est justement le but donc du petit schéma qui est alors à gauche, en bas, où on a en fait le repérage de notre système par rapport à un certain nombre de pulsars. Donc des pulsars, ce sont des étoiles à neutrons qui tournent très très vite et qui émettent des signaux, et ces signaux, ils permettent de les identifier. Et donc, avec un certain nombre, par triangulation, tout ça, on arrive à dire, voilà, on habite un système qui est à tel endroit. C'est génial. Et ce système est décrit en bas. En bas, on voit la liste des planètes du système solaire. Alors, donc, ces messages, c'était un peu une façon de dire, bon, voilà, on est là, on a un système solaire, regardez, mais... Justement, vous parliez de communication à longue distance. Comment on fait pour communiquer quand on est à très longue distance? On a fait à peu près le même genre de principe, sauf que cette fois, on envoie des messages par ondes radio. Donc, on utilise les télescopes qui existent, en particulier le télescope d'Arecibo, qui a servi en 1974, donc finalement pas longtemps après, à envoyer un message qui est très connu parce que ça a été le premier à être un petit peu... à être conçu pour dire un certain nombre de choses. Ces choses, ce sont quoi? Ce sont des notions en mathématiques, c'est-à-dire que le message, il commence par les nombres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est très bête, mais voilà, c'est une entrée en matière. Et un langage peut-être universel, si on y comprend un petit peu quelque Alors chose. ça, il faudra attendre les Cosmic Calls, donc un message vraiment plus élaboré encore. On introduit de la logique, on introduit de la physique, de la chimie, de la biologie. C'est perfectionné. Exactement. Et le message du Cosmic Call, il est très intéressant parce que c'est le premier qui se termine sur une série de questions. Comme on a expliqué et défini
la question, eh ben, on peut en poser aux extraterrestres, mais comme on n'a pas de lexique, on n'a pas de mots pour le faire, on pose des questions sur les éléments qu'on a introduits avant, en gros. Et vous, vos mathématiques, ça ressemble à quoi? Vous ressemblez à quoi? Votre planète, elle a quelle taille? Elle a quelle masse? Parce que les notions de taille et de masse ont été introduites précédemment. Mais on est prêt s'ils débarquent sur la Terre avec leur vaisseau? Alors, on n'est pas vraiment prêt parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Oui, c'est ça. On Mais sait... il y a une équipe, un protocole déjà qui a été pensé dans cette possibilité? Oui, il existe donc un organisme qui s'appelle le Bureau des Affaires spatiales de l'ONU. Mais vous savez que je pensais que vous me diriez pas du tout. Mais donc il existe un Il bureau existe. spécial au cas où les gars débarquent? Il a même fait l'objet d'un documentaire qui s'appelle The Visit et qui est sorti en 2015 où on voit les membres de ce groupe-là qui sont interrogés sur il ferait quoi s'il y avait un vaisseau extraterrestre. Et alors il ferait quoi? Il y en a un qui est censé entrer dans le vaisseau en combinaison, etc. Il y en a une, c'est une spécialiste de communication animale, on en reparlera peut-être. Et chacun, en gros, a une espèce de rôle, mais il n'y a pas vraiment de protocole parce qu'on ne sait même pas si les aliens vont avoir une bouche pour parler ou s'ils vont avoir des yeux. On peut les regarder ou pas, s'ils vont émettre des messages, peut-être par vibration, peut-être par des motifs de couleur, peut-être pas, on ne sait pas. On ne sait rien du tout. Christophe? Si jamais ils arrivent, a priori, c'est qu'ils ont une technologie qui est quand même 100 fois meilleure que la nôtre, parce que nous, on est complètement incapable d'aller où que ce soit. Et j'imagine, contrairement à la plupart des films comme Premier Contact et ce genre de films, que ce serait plutôt les aliens qui essaieraient de nous comprendre, nous aussi, plutôt que uniquement... Voire de nous envahir. Mon Dieu. Vous êtes absolument passionnant. Au fond, on a réussi quand même à inventer un message universel à travers les mathématiques. Il n'y a plus qu'à espérer que donc, il y ait les destinataires pour y répondre et qu'ils y comprennent quelque chose. Christophe Galfard, c'est la question que tout le monde se pose. Si une forme de vie intelligente existe ailleurs, pourquoi justement elle ne nous a pas contactés? C'est le fameux « où sont-ils » de Fermi de tout à l'heure. Alors il y a Stephen Hawking qui a dit à une époque, avant de chercher de la vie intelligente ailleurs, il faudrait déjà en trouver sur Terre. Oui, ça c'est vrai. Ce qui n'est pas gagné. Il y avait lui. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à contacter qui que ce soit? Il y a plein de possibilités. Il y a l'idée qu'une civilisation intelligente ne vit pas éternellement, donc elle vit qu'un bout de temps, au bout duquel ça s'éteint. Et dans ce cas-là, un message qui est envoyé est fini. Il va se balader dans l'espace. Il est peut-être passé par nous avant qu'on soit capable de le détecter. Oui, ou peut-être qu'il viendra après. Nous, les humains, on est capable de détecter des choses dans l'espace depuis quelques décennies par rapport aux centaines de millions d'années que peuvent vivre potentiellement des civilisations. C'est rien du tout. On commence juste à pouvoir détecter des choses. Il n'est pas exclu qu'il y ait des signaux de partout et qu'on ne sache pas encore les lire. Sarah? Il y a Manuela qui a une question pour Christophe. Oui, bonjour. Je voulais vous demander, tout à l'heure, Arnaud disait qu'il existait un bureau officiel qui récolterait les témoignages et analyserait en fait tous les témoignages d'OVNI en France. Est-ce qu'il existe ce bureau? Alors, il y a un bureau qui s'appelle le GEPAN, qui effectivement récolte un petit peu les témoignages de partout. C'est génial que ça existe, parce que si on est face à quelque chose de perturbant ou d'inconnu, c'est bien de pouvoir le donner à des scientifiques qui vont chercher derrière. Pour l'instant, sur la classification des témoignages, en gros, l'immense majorité est expliquée, soit par le passage par la proximité, disons, d'expériences, par exemple, militaires ou d'avions ou de ballons qui seraient en l'air ou ce genre de choses. Ça explique l'immense majorité des témoignages. Ce qui est assez drôle, c'est que le GEPAN, en général, vérifie si les gens ne sont pas un peu... s'ils sont sobres, s'ils sont nombreux, s'ils sont tous sobres. Et il existe quelques témoignages qu'on ne peut pas expliquer. Alors ça ne veut pas du tout dire que ce sont des extraterrestres qui en sont la cause. Ça veut justement dire ça, que ce n'est pas expliqué. Il y a plein de choses comme ça. On a l'illusion de tout comprendre ce qui est autour de nous, et immédiatement, dès qu'il y a quelque chose de bizarre, la solution, c'est les aliens. Mais il y a quand même 1000 autres potentielles réponses avant d'arriver à cette possibilité. Frédéric Landragin, vous ne voulez pas me faire rêver un peu quand même sur ces messages? Sur les messages, ils sont tellement techniques que je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur support de rêve.
Il y a un message qui a été entendu il y a quelques années par une femme qui s'appelle Jocelyn Bell, qui était astronome et qui regardait les étoiles et qui a entendu un bip, 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 bip qui se répétait à une fréquence hallucinamment précise et qui venait d'extrêmement loin. Et c'est assez marrant parce que sur ses notes, etc., sur les données, elle a marqué LGM1 pour Little Green Men 1. Message petits hommes bonhomme vert, numéro ouais. 1. Elle ne l'a pas rendu public pensant que ça pourrait faire paniquer tout le monde. Elle a eu bien raison parce qu'on a découvert plus tard, grâce à elle notamment, que ce sont des astres eux-mêmes qui tournent très très vite sur eux-mêmes et qui envoient un signal électromagnétique dans une direction et qui tournent. Ouais. Et donc on a compris ça. Il se Donc trouve vous qu'elle avez pu l'expliquer. Elle a découvert qu'il existait des pulsars. Ça valait complètement un prix Nobel. D'où l'intérêt quand même de Ils sont douter. là, hein. Ah, ils sont là? Alors attendez, on les montre. Voilà les pulsars et on va se quitter là-dessus. Regardez les pulsars. Merci Christophe Galfard, merci de nous avoir fait voyager dans le cosmos ce matin. Je rappelle votre ouvrage La vie à portée de main aux éditions Albin Michel. Et puis tous les samedis dans Big Bang sur France Inter. Frédéric Landragin, merci pour votre éclairage absolument passionnant. J'ai essayé de lui piquer la plaque en me disant quand même que ça me valoriserait dans les dîners mondains, mais il veut pas. Il n'arrête pas de me la reprendre, il me la remet dans son enveloppe. Merci beaucoup.